Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur ASML Holding? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, au mois de mars 2022, ici, nous avons parlé de cette compagnie-ci. Donc, on était à un prix aux alentours de 579 €. Et selon mon analyse ici, j'étais optimiste par rapport à la compagnie, mais tout en sachant que le prix actuel était un peu exagéré, quand bien même vous cherchez la croissance. Et quand je regarde ici les éléments qui ont été pris en considération, on avait ceci. En état stationnaire, d'accord? Donc, avec un revenu de 19 milliards, ok? 19 milliards, un revenu, je pense que ça c'est le revenu de décembre 2021 qu'on avait utilisé ici, donc on n'avait pas pris celui de 2022, faites attention ici. Donc, un revenu de 19 milliards ici, 20% de marge bénéficiaire sur ce revenu-là, d'accord? Et à peu près, ici, on avait également considéré une croissance de 15% en moyenne sur les 5 prochaines années. Donc, quand on prend déjà le revenu en état stationnaire avec les informations du mois de décembre 2021, 20% de marge bénéficiaire à 25 fois les bénéfices, la dette nette divisé par le nombre d'actions, on tombe sur 446 € l'action, ok? Ça n'inclut pas la croissance. Ok, ça n'inclut pas la croissance. Et la croissance ici peut avoir lieu sur deux niveaux. Un, on a la croissance des revenus. Et on a également la croissance de la marge des free cash flow. Parce que si vous regardez bien cette compagnie-ci, vous allez voir que les free cash flow sont plus élevés que ça. Les analystes ici avaient plutôt une estimation aux alentours de 30% par là. L'entreprise se retrouve, je pense, actuellement aux alentours de 26-27% de marge de free cash flow ici aujourd'hui. D'accord? Donc, quand on compare ces deux-là et qu'on ajoute ces éléments, donc j'avais pris une autre hypothèse maintenant. L'hypothèse selon laquelle, 1, on a des revenus croissants. D'accord, donc les revenus de 15% en moyenne croissant, d'accord, donc on double on double ici le revenu d'ici 2027. Donc ça revient à peu près à des revenus à peu près aux alentours de 38 milliards par là. 20% de marge bénéficiaire sur 38 milliards, ça nous donne à peu près une valorisation des free cash flow de 7 milliards 600 ici, multiplié par 25 fois les bénéfices, multiplié par 25 fois les bénéfices, plus le cash net divisé par le nombre d'actions, on avait à peu près une valorisation aux alentours de 481 € l'action. Deuxième hypothèse. D'accord? Deuxième hypothèse, ici, ça fonctionne avec 38 milliards de revenus. Donc, les revenus par rapport à 2021, c'est doubler le revenu ici. Donc, en 2027, on a plutôt 38 milliards. Les free cash flow, on est toujours à 20% des free cash flow, donc 20% de 38 milliards, etc., 25 fois les bénéfices. On a ce résultat-là. Mais maintenant, quand on prend la dernière hypothèse, qui est l'hypothèse la plus optimiste, d'accord, on a ici toujours 15% de croissance en termes de revenus, ok, ce qui revient à 38 milliards d'ici 2027. Maintenant, au lieu d'avoir 20% de free cash flow, on prend 30% de free cash flow. OK? Multiplié par 25 fois les bénéfices, divisé par le nombre d'actions, on est à 717 € l'action. Alors, je penchais plus pour le 717 € l'action. Mais même en penchant plus pour le 717 € l'action, je savais également que le prix actuel, il faut se garder une bonne marge de sécurité. Donc, ma marge de sécurité ici, je disais, OK, l'entreprise actuelle va m'intéresser aux alentours de 450 €. Vous voyez ici, quand on parlait de cette entreprise, on était à 38 fois les bénéfices. Donc, moi, l'entreprise allait m'intéresser aux alentours de 450 €. En date d'aujourd'hui, nous sommes aux alentours de 442 € l'action. Donc, on est arrivé à mon prix d'achat normalement. J'ai été patient. Est-ce que maintenant, mon avis reste le même? C'est ce qu'on va essayer de voir ici aujourd'hui. OK? Donc, on va travailler pas avec les mêmes hypothèses. On va déjà voir ce qui s'est passé sur le semestre ici, voir à peu près quels sont les risques à court terme, moyen terme également ici, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé entre-temps. D'accord? Donc, quand on lit ici les informations liées ici aux résultats ici de ASML, donc les résultats ici du deuxième trimestre. Donc, je vais lire l'article ici rapidement parce que l'article ici me donne les informations ici par rapport à ce qui se trouve également au niveau des rapports financiers parce que j'avais téléchargé les rapports financiers, je les ai lus et après même temps, je me suis rendu compte que l'article en question faisait un résumé rapide ici. Donc, c'est juste pour que la vidéo ne dure pas longtemps. Donc, on a ici ceci. Le fabricant néerlandais d'équipements pour semi-conducteurs ASML a fait état mercredi d'un bénéfice net en hausse au deuxième trimestre, citant un nombre record de nouvelles commandes. Donc, je rappelle que les commandes n'est pas synonyme de revenus. Faites toujours attention à ça. Donc, la société ici, qui est un fournisseur clé des fabricants de puces électroniques, a annoncé un bénéfice net de 1,41 milliard d'euros au deuxième trimestre contre 1,04 milliard d'euros un an plus tôt. Les analystes tablaient sur un bénéfice de 1,44 milliard d'euros pour le trimestre. Donc, on a raté la cible des analystes. Et ce n'est pas plus grave parce que si on compare par rapport à l'année précédente, on a eu une croissance et c'est ça qui est important. Et rien d'autre. Les analystes peuvent se tromper comme moi également, je peux me tromper ici. Donc, faites attention. La cible des analystes, c'est bien, mais tant que l'entreprise a de la croissance, on est assez correct.
OK? Donc, le bénéfice a été affecté par des coûts d'inflation plus élevés, le retard de reconnaissance de certaines ventes, a indiqué ASML dans un communiqué. Donc ici, on aurait pu avoir un bénéfice plus élevé, mais à cause des coûts liés à l'inflation ainsi que certaines ventes qui n'ont pas été comptabilisées ce trimestre-ci, voilà, c'est pour ça qu'on a ce genre de bénéfices-là. Donc on a de bons bénéfices, mais on aurait pu avoir mieux que ça. Les coûts liés à l'inflation aussi, comment j'écoute ceci, je me dis OK, c'est une entreprise qui a un pricing power certain. Il n'y a même pas de discussion par rapport à ça. Elle a le strict monopole dans les équipements qu'elle fabrique présentement, qui sont indispensables aux fabricants de puces. Et vous voyez présentement qu'on a une pénurie au niveau des puces ici aujourd'hui. Donc dites-vous que ASML ici n'arrive même pas à fournir, n'arrive pas à répondre à la demande qui est élevée. D'accord? Donc, on continue. Les réservations nettes ont augmenté de 8,46 milliards d'euros ici contre 6,97 milliards d'euros au premier trimestre 2022. ASML a déclaré fonctionner à capacité maximale dans un contexte de pénurie mondiale de semi-conducteurs qui a néanmoins vu certains signes d'apaisement. Certains clients indiquent des signes de ralentissement de la demande dans certains segments de marché axés sur la consommation. OK? Certains segments de marché axés sur la consommation, ce sont lesquels? La consommation, c'est quoi? Est-ce que ce sont les bidules, trucs genre ce que Seb vend? Parce que quand on vous vend, par exemple, un grille-pain connecté ou bien un frigo, un truc comme ça, ce sont des trucs voilà, axés sur la consommation. D'accord? Est-ce que c'est plutôt des trucs également comme l'automobile, ce genre de choses-là? D'accord? Est-ce que c'est par rapport à ces genres de produits-là qu'on a un ralentissement du marché? Parce que si c'est le cas, ça pourrait durer. Parce que dites-vous que, par exemple, au niveau de l'automobile, les taux d'intérêt auront un impact négatif à moyen terme, long terme. À moyen terme, en tout cas, pas à long terme, à moyen terme. Mais nous constatons toujours une forte demande pour nos systèmes. Donc, malgré le fait qu'il y ait une pression au niveau de ces segments de consommation-là, l'entreprise constate une forte demande pour ces systèmes. Donc, c'est le PDG Peter Wennink, je pense que c'est comme ça qu'on le lit, Wennink. J'espère que je le lis très bien. Peter Wennink, qui l'a mentionné. Bien que nous prévoyons toujours d'expédier un nombre record de systèmes cette année, les contraintes de croissance de la chaîne d'approvisionnement entraînent des retards de démarrage. Donc, voilà. On aimerait tous avoir, je connais beaucoup de compagnies qui aimeraient avoir les mêmes problèmes que ASML. On a une demande élevée, on fonctionne à capacité maximale ici. Et voilà, à la fin de la journée, on est également, même si on est limité au niveau des contraintes au niveau de la chaîne d'approvisionnement, on a un avenir assez radieux. Même si également sur certains de nos segments, on a un ralentissement. Donc je pense que c'est ce qui a fait peur au marché. Enfin, je ne sais même pas ce qui a fait peur au marché, mais ça peut être l'une des raisons. Le ralentissement de certains marchés axés sur la consommation. D'accord? Également, l'inflation et le fait qu'ils aient raté la cible des analystes. Ça peut être une combinaison des trois. Alors, déjà, avant d'avancer, j'aimerais vous dire ceci. Il y a une vidéo que vous devez absolument regarder. Elle est en anglais, mais c'est l'une des meilleures vidéos que j'ai trouvées sur le sujet. Par exemple, c'est cette vidéo de CNBC. Why the world rely on ASML for machine that print chips. Donc, pourquoi est-ce que le monde compte sur... Enfin, pas compter, mais on peut le dire comme ça. Pourquoi est-ce que le monde compte sur ASML par rapport à les machines qui servent à imprimer des circuits sur les puces électroniques, si je peux le dire comme ça. J'essaie de le dire de la manière la plus facile possible. Donc, c'est ce que ça veut dire. Ici, on vous montre à peu près ce que ASML fait. On va dans les usines et on vous fait remarquer ici que ASML ASML ici vend une machine. Le price tag, donc le prix unitaire, est de 300 millions d'euros. Et près de 96 à 98% des machines que ASML a produites depuis le début, depuis qu'elle existe, d'accord, sont encore en fonction aujourd'hui. Et quand vous regardez au niveau de ASML, ce qui m'intéresse, c'est la partie des services. Okay? Donc, quand on vend la machine, oui, on fait une marge bénéficiaire. Mais plus les gens utilisent nos machines, plus ils vont avoir recours à nos services en cas de réparation, etc. Soit à la fin de la journée, si vous êtes capable de payer 300 millions pour acheter une seule machine, vous êtes capable de prendre un contrat de service qui vient avec. C'est un peu avec la même chose avec les ascenseurs. Donc, vous voyez ici qu'on pourra avoir des revenus récurrents à long terme si notre base, si on continue, si on a une base de machines en fonction assez élevée. OK? Donc, c'est un document à aller voir. Je pense qu'il y a un autre documentaire également ici, mais je
Je pense que, attendez, ASML, TSM, et voilà. Celui-ci également est intéressant, donc c'est de CNBC. C'est en anglais, c'est sûr, mais je pense que vous pouvez avoir également les sous-titres en français. N'oubliez pas ça. OK, donc comment ASML, TSMC et Intel dominent le marché des puces. OK, donc allez-y voir ces documents-là, ils sont très, très intéressants. Ça vous permet d'avoir une idée générale par rapport à la compagnie. Parce que parfois, on peut être assis ici, on regarde les rapports financiers, etc. Mais on ne sait pas exactement ce que la compagnie fait. Hein. Par exemple, moi, je ne suis jamais allé dans une usine de ASML. Ma question que je me pose, c'est, OK, qui a besoin de ce genre de produit-là? Pourquoi est-ce que c'est indispensable? Est-ce qu'aujourd'hui, si on arrête de vendre, si on fait, par exemple, si on est dans l'incapacité de produire, est-ce que nos clients finaux pourraient avoir des problèmes? La réponse à toutes ces questions est oui pour ASML précisément. Okay? Et c'est ça qui m'intéresse. Maintenant, au niveau de la machine, quand on la vend, est-ce qu'on a des revenus récurrents après? Parce que c'est bien de vendre une machine de 300 millions ici, mais on n'achète pas une machine de 300 millions chaque année. Est-ce qu'on a des revenus de maintenance de 300 millions on a des revenus récurrents par rapport au service? Et la réponse également est oui. Donc, ça semble être intéressant pour le futur. Mais maintenant, il faut payer l'entreprise à un prix assez correct. Mais ça ne vient pas, comme on dit souvent, il n'y a pas de dîner gratuit. Ça ne vient pas sans risque. Pourquoi? J'ai le monopole pour ce genre de machine-là dans le monde. Ma machine est indispensable pour les puces électroniques, pour certains types, en tout cas les plus avancés. Et quand on parle aujourd'hui de la guerre en Ukraine, la guerre en Ukraine, vous voyez également qu'il y a des restrictions au niveau de la vente de certains produits électroniques en Russie, et également pour les Chinois. Certaines puces très avancées ont besoin de machines comme ASML, les machines que produisent ASML. Je pense que ce sont des machines qui font du DEU. Je pense que c'est DEU, je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai oublié littéralement, excusez-moi. Dans tous les cas de figure, allez-y voir ça ici. Donc la Chine ici a des restrictions d'achat pour ce genre de machines-là. Ce ne sont pas les DEU, je pense que c'est autre chose, ce n'est pas les DEU. Donc allez-y voir, vous allez voir la différence à peu près ici. Je pense, j'ai juste oublié ça ici, donc excusez-moi par rapport à ça. Donc, ASML ici peut vendre certaines machines en Chine, mais les vieilles machines. Il peut vendre les machines qui ne sont pas les nouvelles sorties, mais il peut vendre des anciennes sorties en Chine. D'accord? Or, les Chinois ont besoin de nouvelles machines. Tout simplement parce qu'il y a des restrictions et ce sont les États-Unis qui mettent ces restrictions-là. Donc, ça ralentit également le chiffre d'affaires, la croissance du chiffre d'affaires de ASML. OK? Mais il faut également voir que les États-Unis sont présentement en train d'investir, veulent investir massivement dans ce segment-là pour être le plus indépendant possible de Taïwan. Et Taïwan également, ici, il y a des pressions de la Chine au niveau de Taïwan. Donc, ils ne veulent pas se retrouver dans une situation où la Chine va envahir Taïwan, où le monde va se retrouver sans puce électronique. Rappelez-vous que TSMC, donc Taiwan Semiconductor, donc qui est le plus grand fabricant de puces électroniques au monde, le plus grand et le plus avancé, le plus grand fabricant, ils ne conçoivent pas, ils fabriquent. Faites attention. Donc, ils ont des clients ils ont comme pour clients AMD ou bien Nvidia et un tout petit peu Intel. Parce que Intel fabrique la majorité de ses propres puces ici, sauf les plus avancées ici. Donc, quand vous prenez ici, je pense qu'on appelle ça le CHIPS Act. Donc, je pense que c'est une législation ici passée par le gouvernement américain qui permet de donner qui octroie certains bénéfices aux entreprises qui prévoient produire des puces électroniques sur le territoire américain. Donc, Intel en fait partie. C'est pour ça qu'elle investit massivement dans les fabs. C'est comme ça qu'on les appelle, les Fab Labs, les trucs comme ça. Il y a également des entreprises comme TSMC. Également, il y a une entreprise qu'on appelle Global Foundry qui fait également la même chose. Donc, ASML pourrait bénéficier de ce marché, de la croissance, de la demande de ces machines sur ces marchés-là. Il faut également voir que ASML ici a comme... Je pense qu'ils ont comme gros clients, les plus gros clients d'ASML ici sont Taiwan Semiconductor. Ils ont également Samsung, il y a également, je pense, Intel. Ce sont les plus gros clients de cette compagnie. Et je pense également qu'ils ont des participations dans ASML. Je pense pour Samsung et et Taiwan Semiconductor, c'est sûr, d'accord. Mais pour Intel, je ne sais pas. Mais je pense que si j'ai bien lu ici, c'est une entreprise pour pouvoir développer cette machine-là, a ouvert son capital à ses plus gros clients. Ça peut être un avantage comme un risque également. D'accord? Un avantage, pourquoi? Parce que un avantage dans le sens où le marché est concentré, donc ils n'ont pas le choix parce qu'on a le monopole, donc ils n'ont pas le choix que de payer le prix qu'on affiche. Mais également, s'il y a collision entre ces trois personnes, ces trois entités-là, ils pourraient demander à ce qu'on baisse le prix de ces machines-là. Dans tous les cas de figure, c'est un avantage comme inconvénient, c'est à vous de voir ça ici.
Moi, je pense que ASML a un avenir assez radieux ici, mais on ne va pas l'acheter à n'importe quel prix. Donc, on va venir au niveau de l'évaluation. OK. Le management, ici, estime qu'on aura à peu près, je dis bien pour cette année, ils s'attendent à peu près à avoir des revenus, d'accord, au niveau de 20 milliards 500. Minimum. 20 milliards 500. D'accord? Tout en ayant des marges bénéficiaires assez élevées. Donc, faites attention maintenant, je vais prendre l'évaluation. En termes de revenus, parce que tout ça, faites attention aussi parce que ça ne concerne pas ASML ici, donc on va fermer ça. Vous allez voir ici, en termes de revenus, ASML ici, c'est 20 milliards 500. Prévision, d'accord? La prévision ici du management, d'accord? En 2022, pour décembre 2022. Croissance ici, je vais mettre 0. C'est pas comme s'il n'y a pas de croissance. Je vais vous montrer quelque chose. La précédente vidéo, j'avais pris 15% de croissance. D'accord? Est-ce que 15% de croissance est encore justifié aujourd'hui si on prend en considération les risques à venir également? Donc, sur les 10 dernières années, on a 14% de croissance. Sur les 5 dernières années, on a 19% de croissance. Sur les 3 dernières années, on a 19% de croissance. Et par rapport aux 2 dernières années, on a 22% de croissance. Donc, on pourrait se dire que la croissance pourrait être au moins de 15% dans le futur. Mais attention, la croissance tend à diminuer. Ce n'est pas quelque chose qui va être stable année après année. Non, elle va tendre à diminuer. Surtout si on nous ferme le marché chinois qui est potentiellement l'un des plus gros. Bon, essentiellement, le marché américain va s'ouvrir, le marché européen ici également, ils investissent massivement. Donc, on pourrait se dire qu'il y a de bonnes chances qu'on garde au moins une croissance minimum de 10%. Je vais réduire mon niveau de croissance parce que je n'ai pas envie d'avoir précisément raison. Je vais avoir le moins de tort possible. D'accord? Je vais mettre 10%. Au lieu de 15% que j'avais précédemment. Ce n'est pas comme si on ne pourrait pas atteindre le 15%. Parce que les analystes ici, si on prend en considération l'estimation qu'ils ont, vous voyez ici que d'ici 2026, ils pensent qu'on pourrait être aux alentours de 38 milliards. Si on prend 38 milliards ici, divisé par les revenus qu'on pourrait avoir cette année-ci, donc ici on est en 2026, donc c'est 4 ans, donc 0,25, 4 ans ici, ça donne ici à peu près, ils s'attendent à avoir une croissance moyenne de 15%. Minimum. D'accord? Donc, moi, je n'ai pas envie d'avoir précisément raison, je vais avoir le moins tort possible. OK? Donc, moi ici, je pense qu'on pourrait avoir une croissance d'au moins 10% sur les 5 prochaines années, au moins jusqu'en 2027. D'accord? Ce qui veut dire que par rapport au revenu prévisionnel actuel, on pourrait être aux alentours de 33 milliards en 2027. D'accord? Et je vous rappelle qu'on s'attend à 38 milliards en 2026. Donc, je n'ai pas envie d'avoir précisément raison. OK? Donc, je vais prendre en croissance 10% ici. OK? Je sais également qu'il y a un potentiel d'aller chercher plus loin que ça. OK? Donc, free cash flow ici. Alors, pour les free cash flow et les net income, quand on les compare, vous allez constater une chose. Les net income ici ont tendance à être semblables au free cash flow. Donc, je vais prendre la marge des net income ici. Vous constatez que sur les 20 dernières années, nous avons une entreprise ici qui a des marges moyennes de 22%. D'accord? Sur les 10 dernières années, 24%. D'accord? Sur les 5 dernières années, à peu près 24% également. Sur les 3 dernières années, 26% en termes de marge. Et par rapport à la marge supérieure, ici, on frôle même les 30%. On a frôlé les 31% en décembre 2021. D'accord? Et les analystes s'attendent à ce qu'on ait des marges plus élevées. Quand on les prend de manière annuelle ici, donc je vais les mettre en yearly. D'accord? Non, ça c'est le revenu. Donc je les prends ici annuellement. Donc quand on les prend en yearly ici, vous constatez une chose. Les marges ici on va prendre ça, voilà. Les marges ici, en tout cas, ce n'est pas la première fois qu'on arrive à peu près vers les 27%. Donc, à un moment, en 2012, c'était la même chose. Après ça, on est redescendu. On est resté à une certaine moyenne. On est resté à peu près à 22% pendant plusieurs années. Après, on est remonté. Donc, c'est un secteur qui est assez cyclique. Faites attention. Donc, si on est trop optimiste au niveau des marges également, on pourrait se perdre. OK? Donc, avant, j'utilisais des marges de 25%, de 20%. Je vais prendre des marges de 25%. Même si on s'attend à avoir des marges de 30%. Et ils ont un pricing power. Et quand le marché demande un produit, vu qu'ils ne peuvent pas satisfaire la demande, ils vont augmenter le prix. D'accord? Et par rapport aux analystes ici, les analystes ici, ils s'attendent à ce qu'on ait des marges à peu près d'une trentaine de pourcents, de 25% ici, en 2000, en tout cas en termes de marge nette ici, faites attention, donc les marges de free cash flow ont tendance à égaler les marges nettes ici. Regardez ici, on a eu des marges plus élevées en termes de free cash flow en 2021, et là on a des marges nettes, les marges de free cash flow ici de 18%. Donc on aura 26% en termes de marge nette en 2022, on espère avoir 30% en 2023, on espère avoir 31% en 2024 et on espère avoir 33% en 2025. Donc on pourrait avoir des marges de 30% dans le futur. Est-ce que c'est possible?
Oui. Mais comment est-ce que moi je dois prendre cette information ici? Je dis que c'est possible, mais je préfère me protéger. D'accord? Je prends mon 25%. C'est déjà plus que ce que j'avais précédemment. Sur la précédente vidéo, j'avais pris 20%. Donc, vous voyez qu'il y a des choses qui ont changé. Nombre d'actions. C'est une entreprise qui rachète également ses actions ici. Quand vous allez regarder le nombre d'actions ici, est-ce que le nombre d'actions diminue ou augmente? Vous constatez ici que le nombre d'actions diminue. Sur les 10 dernières années ici, on a racheté à peu près... On était à peu près aux alentours de 13. En 2013, on était à 447. Actuellement, on est à 498. Et ça continue. Donc, je vais mettre ici un nombre d'actions 399. 399. Pour le PER, on ne va pas se casser la tête, on va mettre 25. C'est une compagnie qui pourrait s'échanger à 25 fois les bénéfices. Elle a un strict monopole dans son secteur d'activité, elle a un pricing power. Et voilà, le marché est en demande pour ses produits. Elle a également une certaine croissance, donc elle pourrait s'échanger à 25 fois les bénéfices. Mais néanmoins, on va regarder ce que le marché a tendance à offrir ici, à proposer pour cette compagnie-ci. Donc, on prend ici le PER, on regarde les 12 derniers mois ici, on fait ça. Donc, on prend ici par rapport au net income en moyenne, médiane. Le marché paie en moyenne 27 fois les bénéfices sur les 20 dernières années, 31 fois les bénéfices sur les 10 dernières années, 40 fois les bénéfices sur les 5 dernières années. Je ne paye pas 40 fois les bénéfices, je ne paye pas 30 fois les bénéfices, je paye 25 fois les bénéfices. Donc, moi, ici, je paye 25 fois les bénéfices. Je prends moins que ce que le marché me propose. OK? Je me protège. D'accord? La dette nette, c'est une entreprise qui n'a presque pas de dette. D'accord? Quand vous voyez le niveau d'endettement ici, nous sommes à combien? Nous sommes à peu près à 9 millions. Presque rien. Zéro. D'accord? Elle n'a presque pas de dette. Et ça, c'est compréhensible ici. Donc, qualité de dividende, on va y revenir. Si on a dividende d'ailleurs, est-ce qu'on a un dividende ici? Oui, on a un dividende. On va revenir sur la qualité de dividende. OK. On a tous les éléments nécessaires. On prend état stationnaire. Donc, par rapport aux revenus attendus en 2022, 20 milliards 500 minimum. 25% de ce revenu-là, c'est combien? Ça représente ici 5 milliards 125 millions. D'accord? Multiplié par 25 fois les bénéfices, notre PER, ça refait ici 128 milliards. Divisé par le nombre d'actions, parce qu'il n'y a pas de dette nette ici, ça donne ici une valorisation de 321 € l'action. OK? Donc, je mets ici à revenu 20 milliards. D'accord? Ça me donne ici combien? Donc, revenu 20 milliards ici à X, 25 fois les bénéfices. Nous avons ici une valorisation aux alentours de 321 $ l'action. Donc, en état stationnaire, 321 € l'action plutôt. Donc, par rapport au prix actuel, on va se dire que divisé par, on a à peu près un prix ici aux alentours de 442 ici. Donc, on a à peu près ici surévalué d'à peu près 27%. Ça, c'est correct. OK? Ça, c'est sans prendre en considération la croissance. Mais maintenant, si on prend en considération la croissance d'au moins 10% sur les 5 prochaines années, ça fait 1,1 exposant 5. D'accord? Ça revient à multiplier le revenu ici par combien? Multiplier le revenu ici par 3, par 1,61. On a un revenu de 20 milliards 500, estimation de décembre. Ça donne 33 milliards d'ici 2027. C'est moins que ce qu'on s'attend à avoir en 2026. Fois à 25% de ce montant-là, donc une marge de 25%, c'est moins que ce qu'on s'attend à avoir en 2028, parce qu'on s'attend à avoir 2026, parce qu'on s'attend à avoir à peu près des marges de 30% déjà. Donc, à 25 fois les bénéfices, d'accord, divisé par le nombre d'actions, si on a toujours 399 millions d'actions, je vous rappelle qu'ils rachètent leurs actions également, ça pourrait être moins que ça, ça donne ici une valorisation de 517 € l'action. Donc, ici, ma deuxième hypothèse ici, donc quand on prend ça ici, donc je vais mettre ça, on va mettre ça ici, copier, donc on supprime, on met ça là, on colle. Maintenant, deuxième hypothèse, c'était quoi? Revenu ici, d'accord, 20 milliards, 20,5 multiplié, d'accord, par 1,61 qui représente une croissance de 10% moyenne sur les 5 prochaines années. Ça représente ici à peu près 33 milliards. 33 milliards, ok? Ici, à X, 25 fois les bénéfices, d'accord? Ça donne ici à peu près aux alentours de combien? 517 € l'action. 517. Maintenant, si on reprend notre hypothèse optimiste, ok, si on prend l'hypothèse ici, notre hypothèse optimiste par rapport à ce que les analystes pensent. Les analystes pensent qu'on aura 38 milliards. Comment est-ce que je le sais? On regarde ici.
OK, les revenus ici estimés en 2026, c'est 38 milliards. Donc, dans 4 ans, 38 milliards. OK, les marges ici sont aux alentours de 30% et plus. OK, il n'y a pas de souci, on va prendre 30%. Ça, c'est l'hypothèse optimiste. 30% de marge bénéficiaire, 38 milliards, 30% de marge bénéficiaire à 25 fois les bénéfices divisé par le nombre d'actions actuelles qui est de 399 millions d'actions. Ça donne 714 euros l'action. Donc, vous avez 3 hypothèses. À vous de choisir laquelle pourrait être assez correcte pour vous. Quand bien même vous n'arrivez pas à choisir, posez-vous la question de savoir, est-ce que cette compagnie a du potentiel? Est-ce qu'on peut augmenter les marges? Si oui, pourquoi vous pensez qu'il y a du potentiel? Parce que le marché est de telle taille, etc. Est-ce que vous pensez qu'on peut augmenter les marges? Si oui, qu'est-ce qui vous donne, où est-ce que vous avez vu cette information? Est-ce que c'est le management qui vous l'a dit? Est-ce que ce sont les analystes qui l'ont dit? Ou bien est-ce que vous pensez juste? OK? Donc, par rapport à où est-ce qu'on se situe ici, vous pouvez choisir un ou l'autre de ces différents montants-ci. OK? D'accord? C'est un peu compliqué, dit comme ça. C'est la raison pour laquelle moi, j'ai toujours quelque chose de simple à faire. Pour une compagnie de croissance, je préfère l'acheter à un prix qui n'inclut pas la croissance. Donc, je vais juste mettre notre dernière hypothèse ici. Donc, estimation des analystes. Donc, estimation analyste 38 milliards. D'accord? Horizon 2026 ici. D'accord? 38 milliards ici. En 2026, OK, selon analyste, OK. Estimation de la marge, estimation ici FCF, 30%, selon les analystes également, minimum, free cash flow plutôt, d'accord. Maintenant, on prend ici le montant, ça donne ici à X fois 25 fois les bénéfices ici, ça donne ici une valorisation de combien? Ça donne ici une valorisation aux alentours des 714 euros l'action. Donc, on fait ici 714 euros l'action. Maintenant, si vous me posez la question à savoir, OK, mais Thierry, tu choisis quoi? Qu'est-ce que tu penses? Alors, je suis conservateur de nature. Je vous dis que le prix actuel n'est pas mauvais si on est optimiste. OK? Si on est optimiste, le prix actuel n'est pas mauvais. Néanmoins, même si je pense que le prix actuel n'est pas mauvais, je ne mettrai pas une grosse partie de mon capital dessus. S'il y a de fortes chances qu'on puisse arriver au moins à des marges de 30%, un revenu de 38 milliards en 2026, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Donc, je n'aimerais pas me retrouver dans une situation assez compliquée. So, maintenant, dans un monde idéal, j'aimerais acheter cette compagnie-ci à 321 $ l'action, ou du moins aux alentours de 350. OK? Donc, ça veut dire que si je l'achète aujourd'hui, parce que cette entreprise me plaisait, quand je l'ai analysé précédemment, je vous ai dit qu'à 450 €, ça pourrait être intéressant. On a moins que 450 € ici aujourd'hui. J'ouvre un petit pourcentage, je mets 1%. Parce que je sais qu'OK, le 450 €, c'est le premier niveau d'achat. Si on va à 321, je pourrais ouvrir une autre position avec un tout petit peu plus d'argent. OK? Parce que selon ces différents niveaux d'achat-là, il y a des hypothèses derrière. OK? Je ne veux pas me retrouver dans une situation où je vais payer plus que ce que le marché nous pourrait offrir demain en termes de croissance des revenus et en termes de marge bénéficiaire. Donc, j'ai mon hypothèse de base, j'ai mon hypothèse optimiste et j'ai mon hypothèse pessimiste. Mon hypothèse ici pessimiste, c'est simple. On reste à 20 milliards jusqu'à la fin des temps, à 25 fois les bénéfices, avec des marges bénéficiaires de 25%. Donc, je l'ai acheté à 321 $. À 321 $ l'action, 321 € l'action. Voilà. Je ne surpaye pas, je paye un juste prix. Maintenant, s'il y a la croissance supplémentaire, etc., tant mieux. Donc, j'espère que l'entreprise va continuer à chuter en bourse. Ça reste une belle compagnie. Si vous l'avez acheté aux alentours des 500 € par là, je ne dis pas que vous avez un mauvais prix, mais priez surtout que le revenu continue à croître dans le futur. D'accord? Moi, en date d'aujourd'hui, je l'attendais à 450. C'est intéressant à 450. Je regarde également par rapport aux opportunités à côté et je me dis qu'OK, est-ce que ça vaut la peine de l'acheter à 29 fois les bénéfices, même si on prend en considération le fait que les revenus pourraient augmenter dans le futur? Point d'interrogation. Dépendamment de ma stratégie d'investissement, c'est à moi de prendre la décision, oui ou non. Et c'est à vous de prendre également la décision, parce que c'est vous qui payez. D'accord? Moi, je pourrais payer et revendre demain matin. Est-ce que je vais venir vous dire que j'ai vendu demain matin? Non. Est-ce que personnellement, je vais acheter cette compagnie-ci? Non, pas du tout. Je ne choisis de ne pas acheter du tout parce que je pense que je peux avoir de meilleures opportunités ailleurs. Il y a une entreprise qui me fait de l'œil depuis, c'est T. Rowe Price. T. Rowe Price ici, que j'aime bien. J'aime bien le prix de cette entreprise-ci au prix en date d'aujourd'hui. On me la vend à 10 fois les bénéfices et je me dis, OK,
Cette compagnie-ci, on me la vend à 10 fois les bénéfices. Pourquoi est-ce que je vais l'acheter ASML? Techniquement, ces deux entreprises ici qui sont à peu près, voilà, je ne dirais pas qu'elles se ressemblent. ASML a plus de pricing power que T. Rowe Price, mais T. Rowe Price reste une excellente entreprise. D'accord? Au prix actuel, je pense que je pourrais à peu près mettre mon argent dans T. Rowe Price. OK? Maintenant, en termes de dividendes, c'est une compagnie qui verse des dividendes ici, donc on revient sur ASML ici. Donc, si elle vous reverse la totalité des free cash flow en termes de dividendes ici aujourd'hui, vous aurez un rendement de combien? C'est la question que moi je me pose. On a des revenus à peu près estiqués, on s'attend à avoir des revenus de 20 milliards ici. Donc à 25% ici, c'est à peu près 5 milliards divisé par la capitalisation boursière actuelle qui est de 175 millions, divisé par 176, je vais mettre 176 pour faire simple, ça donne un rendement ici de 3%. OK? Donc si ASML c'était un immeuble à logement et quand vous distribuez la totalité des loyers ici, vous aurez eu un rendement de 3%. Si vous avez acheté cet immeuble à 176 milliards, vous aurez eu un rendement maximum de 3%. Donc, on me verse un dividende ici qui correspond à peu près à 1,24%. Je sais qu'il y a une marge de manœuvre de croissance. Donc, la question n'est pas de poser que est-ce que le dividende va continuer à augmenter? Le dividende va continuer à augmenter. Il est assez safe. Mais il y a une chose qu'il faudrait que je précise. Cette compagnie, si vous reverse plus que ce que vous ne pensez, parce qu'elle rachète les actions. On appelle généralement ça le shareholder yields. Donc, le shareholder yield ici, on prend en considération le dividende plus le rachat d'actions. Parce que le rachat d'actions augmente, c'est un dividende inversé. Et je m'explique. Quand on rachète vos actions, c'est mieux c'est une meilleure stratégie que de vous reverser un dividende. Pourquoi? Parce que la stratégie basée sur le dividende ici, surtout quand vous êtes en phase d'accumulation. Et quand je dis en phase d'accumulation, quand vous n'êtes pas encore en phase de rente, donc quand vous n'êtes pas arrivé au niveau de la retraite. Donc pour ceux qui sont au niveau de la retraite, par exemple, le dividende, c'est bien. Donc je ne parle pas souvent de ça ici, mais je veux dire, si j'ai entre 20 ans ici et disons 50 ans, 45 ans, je suis en phase d'accumulation. D'accord? Donc, je veux économiser le plus possible en termes de taxes. OK? Donc, je vais avoir le moins d'impact possible en termes de taxes, tout en ayant des rendements plus élevés. Donc, quand l'entreprise rachète mes actions ici, en fait, par ricochet, si elle m'avait donné un dividende, j'aurais payé les taxes et après, j'aurais racheté les actions de l'entreprise. Parce que là, c'est comme ça que, c'est comme ça que, entre parenthèses, cette stratégie-là devrait fonctionner. Racheter plus d'actions avec le dividende. D'accord? On fait le DCA uniquement avec le dividende parce que c'est de l'argent que vous recevez pour un investissement sur cette compagnie-ci. Mais je peux également choisir d'acheter quand je veux. Donc, je regarde mon dividende je garde le cash sur le compte et racheter uniquement quand le prix me semble assez correct. Mais quand on fait le rachat d'actions ici, en fait, vos parts de gâteau augmentent automatiquement parce qu'en rachetant des actions avec le dividende versé, vos parts augmentent. Vous achetez plus d'actions. OK? Vous achetez plus d'actions. D'accord? Mais si l'entreprise rachète les actions ici, vous détenez plus de parts. Vous n'avez pas acheté plus d'actions, mais votre part dans l'entreprise a augmenté. Pourquoi? Parce que le nombre d'actions a diminué. Et c'est plus efficient en termes de taxes. Donc, quand on prend le shareholder yield ici, vous voyez que le rendement ici est de 1,24%, n'est-ce pas? Alors, vous observez ici que il est négatif ici parce que je pense qu'à ce niveau-ci, l'entreprise a dû émettre de nouvelles actions, un truc comme ça. Il faudrait vérifier ça ici. Donc, vous voyez ici que le shareholder yield est aux alentours de 3% ici. D'accord? Et ici, on est aux alentours de combien? 6%. Ça veut dire que quand on prend en considération le rachat d'actions plus le dividende, en fait, elle vous a versé près de 6% de rendement. Attention. OK? Mais vous allez me dire, mais attention, tu as dit tout à l'heure que si elle avait reversé la totalité des free cash flow avec le dividende, ici, on aurait plutôt eu un rendement pareil. Oui, mais elle a dû racheter ses actions aussi avec du cash qu'elle avait peut-être en banque. Parce que si vous regardez ici, au niveau de la dette nette, vous allez vous rendre compte d'une chose. On avait une dette nette ici aux alentours, on avait à peu près 3 milliards ici de dette nette, donc on avait 3 milliards de cash qu'on a peut-être utilisé pour faire du rachat d'actions. OK? Faites attention à ça. Donc, ici, moi, je pense que nous avons une entreprise, il faut le regarder d'une autre façon quand vous investissez. Même si vous investissez pour le dividende, s'il vous plaît, arrêtez de réfléchir en termes de croissance dividende. Le dividende n'est que de 1,24%. Non, le dividende n'est que de 1,24%, mais j'ai réussi en réalité près de 6% parce que ma part a augmenté au sein de l'entreprise en termes de pourcentage parce que le nombre d'actions a diminué. C'est tout. C'est comme ça qu'on réfléchit. D'accord? Maintenant, je pose la question, est-ce que l'entreprise est durable? Est-ce que les revenus seront durables? Est-ce que les free cash flow seront durables? Etc. Donc, si j'avais à choisir ici, je pense qu'on pourrait aller à 714. Ça, c'est ce que je pense. Mais également, je ne devrais pas être aveuglé par ce 714 et me dire, opportunité d'investissement extraordinaire. Non. Je sais exactement ce que ça implique. Je sais exactement que
Le futur est incertain et idéalement, j'aimerais acheter cette compagnie sans prendre en considération la croissance. Et idéalement, pour moi, l'idéal, c'est de l'acheter aux alentours de 321 € l'action. Donc, en l'achetant au prix actuel, je suis correct, d'accord. Je me situe à peu près, ça ne me dérange pas, mais je sais également que j'aimerais avoir mieux que ça. D'accord? Donc, je vais juste mettre fin à cette vidéo en date d'aujourd'hui, d'accord? Juste pour vous dire que mon avis reste le même si on est très optimiste. Mais je me garde encore le droit de l'acheter à un prix meilleur que ce que j'ai ici aujourd'hui. Je ne suis pas obligé de posséder ASML, mais c'est une putain de belle entreprise. Excusez-moi du terme. OK? Donc, on arrive à une période où vous devez être très, très prudent. D'accord? Le danger avec les entreprises de croissance, c'est parce qu'on est trop optimiste. D'accord? Et le danger avec les entreprises dont la croissance ralentit, c'est qu'on est trop pessimiste. Exemple, Netflix. D'accord? Faites attention ici. Il faut être au milieu. Et c'est facile à dire, mais c'est difficile à faire. Certains sont très optimistes sur ASML sans avoir des éléments factuels. Certains sont très pessimistes sans avoir des éléments factuels. Quand vous êtes optimiste, ayez des éléments factuels. Comme, oui, les États-Unis choisissent d'investir massivement dans ce secteur-ci. C'est un segment qui va peser tel nombre de milliards. OK, quel est le nombre de commandes auquel on pourrait s'attendre dans ce segment-ci aux États-Unis, par exemple? Si la Chine fait défaut ici, si on annule les revenus de la Chine, qu'est-ce qu'on pourrait avoir donc? Parce que beaucoup de choses peuvent arriver. Si la Chine prend Taïwan maintenant, on va vous dire que, OK, on refuse de vendre maintenant nos machines à la Chine. Après, vous allez découvrir que demain matin, la Chine aussi a une technologie qui permet de faire la même chose qu'ASML. Les revenus de l'entreprise ASML vont chuter et peut-être elle vend sa machine 2 fois moins cher. Beaucoup de choses peuvent changer. Faites attention. C'est vrai également qu'on a la protection des brevets, etc. Mais est-ce que vous et moi, on a des compétences techniques pour juger du fait qu'un brevet X est similaire ou différent d'un brevet Y qui fait la même chose, qui pourrait faire la même chose? Donc, je me protège contre mon ignorance. D'accord? Le prix actuel est correct, mais je sais également que je n'irai pas à plus d'1% de mon portefeuille ou 2%. D'accord? Idéalement, j'aimerais l'acheter sans prendre en considération la croissance comme ce qu'on me propose bien présentement sur les entreprises comme Google. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous ai donné assez d'informations. Les deux vidéos ici sont complémentaires. Donc, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo sur ASML que j'ai fait aux alentours du mois ici je pense de mars ou d'avril, je ne me rappelle plus bien. Dans tous les cas de figure, comparez les deux, essayez de voir à peu près comment est-ce que mon raisonnement change ou bien reste le même, quelles sont les hypothèses que je prends, comment est-ce que je change par rapport à l'évolution des choses. Mais n'oubliez jamais que dans tout investissement, il y a un risque. Le prix actuel qui est proposé en date d'aujourd'hui, si je l'avais dit que c'est une opportunité d'investissement parce que là, je vois que c'est à $700, actuellement on cote à 500, c'est à 700 euros et actuellement on cote à 500 euros, donc opportunité d'investissement. Non, non, non. Je sais également que cette opportunité d'investissement-là existe, mais elle existe uniquement parce que j'ai pris différentes hypothèses. C'est comme ça que vous devez réfléchir. C'est de l'art. Ce n'est pas une science exacte. C'est pour ça que je vous dis que les chiffres, c'est bien. Mais ce qui est bien, ce qui est mieux, c'est de savoir ce que la compagnie fait. Et de savoir que, qu'importe la situation, on peut au moins rapporter tel nombre de revenus. Si je vous dis que ce n'est pas le fait que l'entreprise vende des machines qui m'intéresse, c'est le fait que cette entreprise a un onglet service. Et c'est cet onglet service-là qui m'intéresse. Vendez beaucoup de machines, c'est bien. Mais c'est la partie où vous faites de la maintenance de ces machines-là à long terme. C'est ça les revenus qui sont récurrents. Parce que la vente de machines, c'est fluctuant. C'est un peu comme BE Semiconductor. D'accord? C'est également une belle entreprise, mais elle vous mentionne également que faites attention, on vend une machine ici et il y a des cycles économiques à respecter. D'accord? Il y a également une entreprise qu'on appelle Clatencor. Vous allez voir que les PER, c'est Kulicke & Sofia, je pense bien. Je pense également qu'elles vendent des machines. Vous allez voir que les PER également sont bons. Vous allez également voir qu'il y a une entreprise qu'on appelle CLAC. Donc, je pense que c'est CLAC Corporation. Vous allez voir également qu'elles vendent des machines. Donc, les PER sont peut-être moins élevés en date d'aujourd'hui, mais il y a une raison particulière. OK? Apply Material également. Vous allez voir que les PER peuvent être attractifs. Ici, il y a de la croissance, mais elles vendent des machines. Le secteur est cyclique. Donc, il faut savoir quand l'acheter. Il faut savoir à peu près à quel niveau l'acheter. D'accord? Donc, faites des hypothèses, regardez l'entreprise, creusez plus que ça, essayez de comprendre la dynamique dans l'industrie. Par exemple, si on me pose la question de savoir ici aujourd'hui, la différence entre Soitec et, par exemple, ASML, ils sont tous dans les semi-conducteurs. Bon, je sais qu'ASML vend des machines ici pour les puces, pour imprimer les puces électroniques, pour imprimer les puces électroniques, d'accord? Et cette machine-là, à la fin de la journée, très difficile d'avoir un concurrent parce que ASML est leader sur ce segment d'activité. Il y a très peu de concurrents, il y a très peu également de clients pour ASML, ce qui fait que ça peut également être un risque. Vous voyez ce genre de choses-là. Il faut fouiller, c'est important. On se dit à bientôt.